Bonjour, je suis Chloé. Vous écoutez le podcast Le Chemin des aidants, un podcast dédié aux aidants ayant un proche atteint d'un cancer. Derrière chaque patient, il y a des aidants. Que ce soit dans notre famille, nos amis, un collègue, nous sommes nombreux à être ou avoir été confrontés à cette maladie et à la difficulté du rôle d'aidant. Comment se rendre utile ? Comment soulager ? Quelle est ma place dans tout ça ? Et moi, est-ce que j'ai le droit de craquer ? Dans ce podcast, nous allons donner la parole à un aidant pour chaque épisode qui nous parlera de son propre parcours, accompagné d'un expert sur une thématique précise. Ici, pas de tabou, pas de chichi entre nous, mais toujours de la bienveillance. Dans cet épisode, nous aborderons le lien entre le cancer et la santé mentale. Nous discuterons de l'importance de reconnaître et de gérer les impacts psychologiques de la maladie et des ressources disponibles pour le soutien émotionnel. Nous mettrons en lumière comment le cancer peut affecter la santé mentale des patients et des aidants et comment une communication ouverte et honnête peut faire toute la différence. Et pour en parler, aujourd'hui, j'accueille Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors vous avez été aidante aux côtés de votre grand-mère, votre papa et votre maman, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors merci d'être là pour en parler avec nous déjà. Nous allons aborder directement la thématique de notre épisode et avant de commencer, je vous propose d'écouter ça. Émilie ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Je t'attends depuis une demi-heure là. Je viens pas. Mais pourquoi ? Je t'attends là. Ça me dit rien finalement. De toute façon, je me sens pas bien là. Mais tu t'écoutes trop. Allez, viens. Non, mais je le sens pas. Si je me pète un truc. Bon, ok, laisse tomber. D'accord, c'est bon. Elle vient pas, Amy ? Non, elle vient pas, Émilie. Tu vas pas nous lâcher là ? Vous vous débrouillez super bien. Ouais, super. Allez. Voilà, c'était un extrait de la série Le Chemin d'Émilie, produite pour l'Oncopole de Toulouse. La série raconte l'épreuve du cancer du sein que traverse le personnage d'Émilie. Et dans cette web-série, qui est très drôle et assez touchante, je dois dire, nous croisons la route donc des aidants d'Émilie. Est-ce que vous l'avez vue, vous, Charlotte, cette série ? Oui, je l'ai vue et plusieurs fois. Ah, et vous avez aimé, si vous l'avez vue plusieurs fois, j'imagine ? Oui, beaucoup. Je me suis reconnue vraiment dans plusieurs personnages. Ah ben justement, c'était ma question. Est-ce qu'il y a eu une situation de la série qui vous a été parue familière ? Est-ce que vous êtes reconnu justement dans un ou plusieurs personnages ? Je veux bien en savoir plus, ça m'intéresse. Oui, à vrai dire, je me suis reconnue dans plusieurs personnages suivant les situations. Son ami, son conjoint, et l'ami de son conjoint. Et il y a une situation de la série qui vous a marqué particulièrement ou c'est un peu un tout ? Alors, je dirais que chaque épisode m'a vraiment parlé, mais la partie qui m'a vraiment marquée, c'est dans le premier épisode. C'est au diagnostic et j'ai souvent l'image de Émilie qui tombe dans la piscine. Ça m'a vraiment... je trouve que l'image est forte. Oui. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller dévorer donc sans modération cette web-série de 3 saisons. Elle est très réussie, moi j'adore. Il suffit simplement de taper Le Chemin d'Émilie sur YouTube et puis on vous met le lien de toute façon dans la description de l'épisode. Charlotte, comment vous avez été affectée émotionnellement par le diagnostic de cancer de vos proches ? L'émotion qui a prédominé, je dirais que c'est la peur, tout d'abord. Et après, avec l'expérience et le tourbillon un peu de la maladie, en fait... ça a affecté différentes sphères de ma vie. Ça a pu affecter le travail, les études, ma vie de famille et la logistique associée aussi à l'accompagnement d'une personne malade. Est-ce que vous, pour gérer du coup ce stress, peut-être et cette anxiété qui a dû, j'imagine que ça survient forcément avec tout ça. Est-ce que vous avez développé des stratégies pour gérer tout justement ce qui est arrivé ? Oui, alors nous dans la famille, moi particulièrement, c'est le rire en fait qui m'a permis en fait de digérer les émotions négatives et de désacraliser la maladie. Et je dirais aussi que à cette époque, j'ai pu utiliser aussi des ressources que je connaissais comme
la sophrologie, faire appel à un psychologue. J'ai pu être accompagnée justement par ma maman ou mon papa, qui eux avaient des idées de ressources pour gérer justement toutes ces émotions-là et l'anxiété qui pouvait être liée à la maladie. Mais ce qui prédominait chez nous, c'était l'humour. L'humour. Vous aviez tout ça en tête, rire avant de pleurer, quoi, surtout. C'était ça, faire des blagues là-dessus. Rire avant de pleurer, rire en pleurant. Et est-ce que vous avez, avec les traitements, j'imagine qu'il y a des changements d'humeur et de morale. Est-ce que vous avez, vous, observé personnellement des changements dans l'humeur et le moral de votre proche depuis le début du traitement? Oui. Oui. Et on utilisait justement ces petits moments de respiration pour soutenir mon papa ou ma maman quand on voyait des variations d'émotions, plutôt de la colère ou de la peur. C'est vrai que nous, on utilisait vraiment cette méthode, mais qui n'est pas vraiment une méthode, qui est propre à nous, de rire et d'humour pour relever la tête, tout simplement. Et est-ce que vous, personnellement, vous avez participé à des groupes de soutien d'aidants? Alors, moi, non. Mais par contre, dans la famille, on a vraiment utilisé... Enfin, comment dire, dans la famille, on a communiqué entre on a vous vraiment, déjà. Voilà, on a beaucoup communiqué entre nous. On n'a pas fait de la maladie un sujet tabou. J'ai beaucoup parlé de la maladie avec ma sœur, avec mes cousines, avec mes amis. Et en fait, ça m'a suffi. Oui. Je savais que ça existait, que tous ces dispositifs étaient disponibles et c'était des ressources auxquelles j'avais accès. Donc ça, c'était rassurant quand même pour moi. De savoir qu'il y avait autre chose possible, mais les proches, la famille, vos amis vous ont déjà assez soutenu. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, mais j'étais consciente et je savais que j'avais accès à ces ressources. Et donc, ma question d'après, c'était comment vous équilibrez, vous, vos propres besoins émotionnels avec ceux de vos proches malades. J'ai l'impression que c'est grâce à la communication dans votre famille, justement, et cet humour qui est commun à tous les membres de votre famille, finalement, j'ai l'impression. C'est ça. Depuis toujours, nous, on communique beaucoup. C'est vrai qu'en fait, le fait d'être transparent et de parler des sujets, d'avoir une communication ouverte et sincère, authentique, ça a été vraiment un vecteur d'apaisement pour nous. Enfin, en tout cas pour moi, dans mon rôle d'accompagnement, le fait de se dire les choses, de pas se cacher les difficultés ou les souffrances, pour nous, ça a été vraiment la clé en fait de l'acceptation et de l'aide, en fait, de savoir aussi comment aider la personne, de dire ouvertement de quoi tu as besoin, et d'être ouvert aussi au ressenti, à la souffrance de l'autre, de se donner le droit de l'exprimer. Même en tant qu'aidant, en disant, voilà, moi là, je suis fatiguée ou je suis en colère. Oui. Et oser dire, même si c'est pas nous qui sommes malades, oser dire, voilà. Là, c'est pas mon bonjour, quoi. C'est ça. Avoir, cette honnêteté dans la communication. Est-ce que vous, Charlotte, vous avez eu l'impression, personnellement, d'avoir été impactée par la maladie de votre proche? Psychologiquement, qu'est-ce que ça a créé en vous? J'ai été, très impactée par la maladie de mes proches. J'ai de l'annonce jusqu'à même aujourd'hui encore, je peux ressentir des fois, des petits retours de ressentis qui peuvent remonter. Et, encore aujourd'hui, j'ai
des souvenirs j'ai qui des sont souvenirs, encore présents et voilà. qui... J'ai des souvenirs qui émergent régulièrement de situations ou d'événements. Eh bien, justement, maintenant, on va essayer de parler d'espoir et de conseils avisés et nous accueillons pour cela Jonathan Grondin, qui est psychologue clinicien à l'Oncopole de Toulouse. On va profiter de votre regard et de votre expérience. Bienvenue à vous, Jonathan. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous raconter votre rôle à l'Oncopole avec vos patients ? Le premier, c'est l'oncogénétique, toutes les mutations génétiques qui prédisposent au cancer. Donc là, j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes. Et je travaille dans un autre secteur qui s'appelle les soins de support, où là, j'accueille les personnes malades ou les proches. Dans un premier temps, peut-être, vous souhaiteriez... réagir au témoignage de Charlotte, puisque vous l'avez entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, on voit que chaque personne réagit comme il peut, que chaque famille a ses manières de réagir à des catastrophes, comme la maladie. On voit que dans l'expérience de Charlotte, il y a la question de l'humour, qui est très importante, parce qu'effectivement, l'humour, c'est un mécanisme de défense qui vient contenir l'angoisse, facilite les relations familiales, en limitant l'isolement, et aussi permet de réduire les tensions émotionnelles. Par contre, il faut différencier l'humour du cynisme, qui là est une forme d'agressivité passive, et qui attaque, qui abîme les liens familiaux. Oui, bon, là, ça n'avait pas l'air d'être trop le cas pour vous, cas. Charlotte, non. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, pour prendre soin de soi en tant qu'aidant ? Est-ce que vous avez des techniques ? Alors, la question de prendre soin de soi, c'est une question qui revient souvent avec les patients et les aidants, mais c'est un mot qui sonne creux. C'est-à-dire que tout le monde nous dit de prendre soin de nous, mais on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Et en fait, il faut aller jeter un œil à la théorie, et notamment, il y a une philosophe qui s'appelle Sarah Ahmed, qui a travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre soin de soi. Donc, elle le définit comme un acte qui n'est pas égoïste et qui est une nécessité éthique envers soi. C'est-à-dire de ne pas être dans une posture sacrificielle à l'autre. Et que le fait de prendre soin de soi, ça permet aussi d'améliorer l'accompagnement, puisque ça permet d'éviter toute forme de rancune, d'amertume ou de tension à l'égard de la personne qu'on est censé accompagner. Et oui, c'est moins culpabilisant pour la personne qui est malade aussi. Également. Ça lui permet un espace psychique et un espace pour qu'il puisse être le plus autonome possible. Et Charlotte nous disait qu'en tant qu'aidante, elle avait osé dire à sa famille, des fois, je suis fatiguée aujourd'hui. Enfin, vous disiez, vous étiez dans la communication. Oui, ça me parle beaucoup. Et c'est comme dans les avions, on nous dit de nous couvrir nous d'abord, avant de couvrir l'enfant avec le masque, si jamais, je ne souhaite pas, mais quand il y a... Exactement. D'ailleurs, je me souviens d'une patiente qui, elle, était dans une posture très aidante avec son mari, mais son rôle d'aidante est venu totalement l'absorber, ce qui fait qu'il y a eu un effacement progressif d'elle-même. Et donc, elle était dans une relation prisonnière, et avec cette relation prisonnière qui est venue vraiment teinter une forme d'agressivité à l'égard de son mari. Donc oui, après ça, on s'embourbe dans une relation qui est malsaine dans tous les cas. Exactement. Et que personne finalement se retrouve dans cette relation. Est-ce qu'on peut aller voir pour se faire aider des assistants sociaux, des psychologues comme vous justement ? On y a accès. Charlotte nous disait que en tant qu'aidant peut-être pas. En tant que patient, oui. Alors, je crois que on néglige souvent la question économique, alors qu'elle est quand même essentielle. Et effectivement, le fait d'aller voir une assistante sociale, ça permet de savoir pour l'aidant à quel dispositif financier il peut avoir accès. Ça semble comme ça assez secondaire par rapport au choc émotionnel que l'on peut ressentir après le choc de l'annonce, mais ça permet quand même une respiration pour l'aidant, parce qu'il y a quand même une précarisation, un appauvrissement de la cellule familiale. Est-ce que vous avez remarqué chez certains patients aidants que vous avez peut-être en consultation que une certaine culpabilité à avoir besoin de souffler justement de temps en temps ? Mais c'est une question qui revient régulièrement dans le discours des aidants, où effectivement la question de souffler vient générer une forme de tension entre ce sentiment de devoir aider l'autre et puis avoir un désir de répit. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent effectivement dans le discours des gens. Est-ce qu'il y a
un moyen, par exemple, pour l'aidant, de mesurer justement sa santé mentale, pour savoir quand est-ce qu'il faut que lui, à son tour, il demande de l'aide. J'ai entendu parler de l'échelle de Zarit, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour évaluer son état d'épuisement. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, c'est une échelle qui vient mesurer l'état de santé psychique et physique de l'aidant. C'est un questionnaire qui va venir explorer plusieurs dimensions, avec des questions assez simples comme est-ce que vous vous sentez stressé ? Ou est-ce que vous avez le sentiment de faire des sacrifices, etc. Donc c'est une échelle qui a un bon indicateur, mais en fait le plus difficile pour l'aidant, c'est justement de s'autoriser à demander de l'aide. Donc c'est un outil qui est très utile, très efficace, mais ça permet seulement une prise de conscience, car pour bien aider, en fait, il faut surtout se préserver. Oui. Vous et ça, on peut faire ça avec un psychologue ou un psychiatre en séance, c'est ça ? L'échelle de Zarit ? Oui. Non, c'est une échelle on peut la trouver quelque part. Qu'on peut trouver sur Internet et qu'on peut faire seul. D'accord. Et voici l'un de mes moments préférés du podcast, l'info intox, jingle. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Je vous donne une affirmation et vous devez trouver ensemble s'il s'agit d'une info ou d'une intox. Ok ? Vous êtes prêts ? Prêt. Alors la première affirmation. Les aidants peuvent ressentir des sentiments de culpabilité et d'impuissance face à la maladie de leurs proches. Si on a bien écouté, moi je dirais un faux. Mais vous pouvez savoir encore mieux que moi, je crois. Oui, Charlotte. Pour moi, c'est une vraie info. Une vraie info. Oui. Alors effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est très fréquent que les aidants puissent sentir de la culpabilité et aussi une forme d'impuissance par rapport à ce qui se passe. Et en fait, la difficulté pour eux, c'est de se dire qu'en fait, leur présence suffit. Qu'il n'y a pas d'obligation de faire quelque chose, de dire quelque chose. Le seul fait d'accompagner l'autre est suffisant. La seule présence est suffisante. C'est bon à savoir, parce que des fois, on veut toujours en faire trop, alors qu'en fait, juste être là, parfois, écouter, ça suffit. C'est ce que vous dites. C'est vrai. Je pense que c'est un précieux conseil pour tous les aidants. Et rire, du coup. Et je rire. retiens ça aussi. Affirmation numéro 2. Les aidants doivent toujours cacher leurs propres émotions pour ne pas inquiéter leurs proches malades. Allez-y, Charlotte, en premier. J'ai commencé tout à l'heure. Faux pour moi. Complètement faux. D'après ce que vous m'avez dit, si je vous ai bien entendu, je dirais faux aussi parce que j'aime votre façon de faire. Et la communication, je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, je dirais aussi intox. Alors effectivement, c'est une intox parce que c'est un jeu de dupes. Bien évidemment, la maladie affecte en premier lieu le patient, mais ça vient aussi affecter tout un écosystème du patient, c'est-à-dire sa famille, ses enfants. Et qu'il ne faut pas hésiter effectivement à formuler que pour l'aidant, c'est difficile d'accompagner la personne malade. Et affirmation numéro 3, les aidants n'ont pas à planifier des moments de détente ou de loisirs pour eux-mêmes. Grosse intox. Je crois que je suis d'accord aussi, mais c'est vrai qu'on entend souvent, vous te rends compte, son proche est malade et il est à la piscine. Je sais pas, bon, pas forcément à la piscine, mais et moi je dirais aussi complètement intox. Effectivement, c'est une intox. C'est très important de se préserver parce que l'expérience du cancer est une maladie à long terme. Et par conséquent, se préserver, c'est aussi préserver l'autre. Et éviter qu'il y ait des tensions dans le couple, si l'aidant est le mari ou l'épouse de la personne. Et ça permet de faire un accompagnement plus sain, plus juste pour soi et pour l'être que l'on aime. C'est une preuve d'amour aussi, je pense. Exactement. Eh bien voilà, nous voilà donc à la fin de cet épisode. Je voulais remercier vraiment Charlotte pour votre témoignage honnête et enrichissant. Merci beaucoup. Et pour votre expérience qui va aider, je pense, beaucoup de gens à comprendre les défis que rencontrent les aidants. Merci aussi à notre expert, Jonathan Grondin, pour vos précieux conseils, vos éclairages. Et vous avez su apporter des informations claires et utiles sur le sujet, parfois difficile à aborder. Aujourd'hui, nous avons examiné les impacts du cancer sur la santé mentale, tant pour les patients donc que pour les aidants. Nous avons abordé les défis émotionnels auxquels les aidants sont confrontés, les moyens de préserver leur bien-être psychologique, ainsi que les ressources disponibles. Nous espérons que cet épisode vous a offert des réponses et de nouvelles perspectives. Merci à vous, nos auditeurs, pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes.
Nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons d'un autre aspect important de la vie des aidants du cancer du sein. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et souvenez-vous, ici c'est sans tabou et avec beaucoup de bienveillance. À très bientôt sur Le Chemin des Aidants.